Le plus grand mensonge jamais perpétré sur les populations du monde entier est peut-être le mensonge de la traînée de condensation. Ce que nous voyons dans nos cieux n'est pas de la condensation, mais des dispersions de particules pulvérisées, sauf rares exceptions. Elles ne devraient pas être là. Les moteurs à réaction brûlent proprement, donc s'il y a quoi que ce soit qui sort de ces moteurs, c'est un additif. Ce ne sont absolument pas des traînées de condensation. Les traînées de condensation ne s'attardent pas pour se dissiper en une couverture nuageuse. Point final. Et je n'arrêtais pas de dire aux gens, qu'est-ce que c'est? Parce que maintenant le ciel n'est plus bleu, il commence à devenir gris. Et ce que j'ai trouvé, c'est que ce n'était pas socialement acceptable. On va tous prétendre que cela n'existe pas vraiment, n'est-ce pas? Et je me suis dit, oh, ça c'est très mauvais. La plupart des gens ne sont pas familiers avec un terme scientifique nommé obscurcissement global. Ce terme fait référence à la quantité de lumière solaire directe qui n'atteint plus la surface de la Terre à cause des particules qui diffusent la lumière et qui s'accumulent dans l'atmosphère. Et bien que beaucoup de ces particules soient de la pollution industrielle, la plus grande majorité provient des opérations de gestion des radiations solaires, de l'ingénierie climatique. Ce moteur est un turboréacteur à double flux, et c'est le moteur qui équipe tous les avions citernes militaires et les jets commerciaux. Il s'agit essentiellement d'un ventilateur à réaction. 90% de l'air qui circule dans ce moteur n'est pas brûlé. Ce moteur, dans sa conception, est pratiquement incapable de produire des traces de condensation, sauf dans des circonstances rares et extrêmes. Et encore une fois, nous avons des images d'avions volant en altitude avec des tuyères visibles qui s'allument et s'éteignent. Et c'est la fin du débat. Avant même que l'homme ne sache voler, il y a eu un effort pour essayer de modifier le temps. Nous avons des brevets de modification du temps remontant à plus de 100 ans. Ce sont des films historiques de ce qui peut être fait avec un biplan. Un petit biplan qui transporte une très petite charge utile. Et voilà tout ce qu'on pouvait déjà faire. À quelle échelle bien plus grande peut arriver aujourd'hui un avion réservoir militaire chargé à bloc du type KC-10, KC-135, C-17 Globemaster? Combien de matières supplémentaires peuvent-ils mettre dans l'air? Environ 500 fois plus, avec un seul de ceux-ci. En ce qui concerne la narration de la traînée de condensation, beaucoup font référence aux traînées laissées par les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale comme preuve que nous ne voyons que des traînées de condensation dans nos cieux. Mais geoengineeringwatch.org a trouvé dans les archives militaires des séquences filmées que nous avons mises en ligne de B-17 de la Seconde Guerre mondiale en altitude, pratiquant l'épandage. Nous savons que l'ingénierie climatique a été déployée immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, donc les tests étaient absolument en cours. Clairement, ces bombardiers ont été utilisés pour des tests bêta, des rushs de films le prouvent. La météo était une arme utilisée au Vietnam. Vous vous attendiez à ce qu'ils se privent de cette disponibilité? Non. Continuer à développer les aspects scientifiques de cette arme pour l'avoir dans votre artillerie est un processus naturel. Devons-nous donc nous attendre à ce qu'elle soit disponible sur demande pour avoir la capacité de modifier la météo? Absolument, dans ce pays et dans d'autres. Le génie climatique est le joyau de la couronne du complexe militaro-industriel. Le génie climatique a été utilisé pour déstabiliser et renverser les nations partout dans le monde, en facilitant les occupations militaires par des pays hostiles comme les US. Nous savons que certains de ces pays ont vu leurs précipitations chuter parce qu'ils l'ont déclaré à leur assemblée, comme le président de l'Iran qui a déclaré avec insistance que les programmes de modification de la météo de l'OTAN empêchaient les précipitations en Iran, mais les médias américains n'en ont jamais parlé. Nous avons un modèle économique qui opère globalement et qui est basé sur une force occulte. Et je me pose de sérieuses questions, après avoir observé les modèles financiers, sur le fait de savoir si cette force financière ou cette force tout court inclut la guerre climatique. Des gens sont venus me voir pour me parler de cette situation, et c'est pour cela que je suis allé voir le gouvernement d'Ottawa au nom de la liberté d'information. Il y avait un rapport de 40 pages, dont la moitié était complètement vierge, et l'autre moitié avait beaucoup de pages blanches. Mais il y avait suffisamment d'informations pour me dire que oui, ils sont conscients.
Ils appellent ça la géo-ingénierie. Un des gros problèmes est que lorsque nous découvrons une nouvelle technologie, nous devenons tous excités par ses bénéfices potentiels. Et souvent, on l'implémente et on l'utilise avant d'avoir une idée de ses effets négatifs. Ne devrait-on pas considérer que chacune de nos respirations est chargée de particules hautement toxiques qui font des ravages dans notre propre corps, des particules qui ne sont pas signalées par les systèmes de tests de qualité de l'air. Les tests des services officiels de la qualité de l'air recherchent mieux que des particules d'un diamètre de 10 microns ou de 2,5 microns. Les nanoparticules issues du génie climatique sont exponentiellement plus petites et ne sont pas signalées. Ces nanomatériaux génèrent des espèces réactives à l'oxygène dans les matériaux biologiques des tissus endommagés qui conduisent à un vieillissement avancé, qui provoque le cancer et qui sont les agents responsables de la démence. Alors oui, nous pourrions penser que tout ceci est positif pour l'humanité, pour sauver notre espèce, mais nous sommes empoisonnés dans le même temps. Finalement, grâce à l'équipe que nous avons formée sur geoengineeringwatch.org, nous avons pu acquérir un avion laboratoire de la NOAA. Nous avons pu faire des tests en altitude pour confirmer les éléments qui apparaissaient en surface. Notre intention était de faire une mission d'échantillonnage de point à point. Nous pouvions voir ces schémas évidents qui étaient déposés dans le ciel. Nous étions vraiment reconnaissants d'avoir pu prendre de l'altitude. Et lors du retour de la mission, nous avons remarqué cette couche de nuages qui était descendue, et nous avons échantillonné sous la couche de nuages, à travers celle-ci et au-dessus de celle-ci. Nous avons trouvé exactement les mêmes éléments que ceux listés dans les brevets d'ingénierie climatique, les mêmes éléments que nous avons trouvés sur d'innombrables tests de surface suite à des précipitations sur la Terre entière. Les gouvernements du monde entier et l'ensemble de la communauté scientifique du climat disent à la population qu'il est urgent d'agir, que des opérations de génie climatique et de gestion des radiations solaires doivent être immédiatement déployées pour essayer d'atténuer le réchauffement de notre Terre et de préserver ce qu'il reste de ces systèmes de survie. Et cependant, le public, ceux qui sont éveillés, essayent d'attirer l'attention des universitaires et des élus sur le fait que nous voyons l'ingénierie climatique déjà engagée dans nos cieux partout dans le monde. Elle a déjà été déployée, les tests en laboratoire le prouvent, les films le prouvent, des documents le prouvent. Et pourtant, nous avons un déni continu de la part de la communauté scientifique climatique. Et les agences officielles nous disent que nous ne voyons pas vraiment ce que nous voyons dans le ciel. Et ils nous disent que si l'ingénierie climatique était déployée, elle ressemblerait exactement à ce que nous voyons dans nos cieux. Mais ils nous disent aussi que non, nous ne voyons pas vraiment ce que nous voyons en réalité. Le paradoxe est que plus les ingénieurs du climat pulvérisent la Terre, détruisent la couche d'ozone, perturbent le cycle hydrologique et accroît le réchauffement global de la Terre, plus ils sentent qu'ils doivent augmenter ces programmes pour essayer d'atténuer certains des dommages que ceux-ci ont fait en premier lieu. C'est la vraie définition de la folie. En tant que société, nous sommes comme un train de marchandises qui se dirige vers un pont écroulé. Et dans quelques années, nous y arriverons. Et je pense que les gens ne comprennent pas le problème de l'augmentation exponentielle de la toxicité dans l'environnement. Ces opérations doivent être considérées comme l'entreprise la plus insensée jamais déployée par la race humaine. Celles-ci font systématiquement dérailler tous les systèmes de support de la vie sur Terre. Dans leur tentative d'effacer le Soleil, cet objectif aveugle à court terme, d'essayer de refroidir la planète tout en aggravant le réchauffement global, les ingénieurs du climat, si ces opérations sont autorisées à continuer, enfoncent les clous de notre cercueil collectif. D'un point de vue scientifique, et d'après ce que nous savons sur les nanomatériaux et leurs effets sur la santé humaine et l'environnement, c'est un problème sérieux. Et il mérite vraiment des investigations scientifiques plus poussées. Nous avons besoin de réponses pour aller au fond de ce problème de sécurité nationale.
Si les populations du monde entier découvrent ce que leurs gouvernements leur ont fait subir à leur insu, sans leur consentement, il y aura partout une onde de choc qui ne pourra pas être contenue par les gouvernements criminels qui ont maintenant pris le contrôle de notre Terre et des civilisations du monde entier. Le fait d'apporter la transparence va changer beaucoup de choses, car cela rendra les choses extrêmement difficiles parce que vous ne pouvez pas gérer la Terre entière avec une force manifeste, seulement avec une force occulte. Si on apporte la transparence sur qui fait partie de cette force occulte, ça va tout changer. Penchez-vous sur votre propre santé et vous savez ce qui se passe. Si vous aimez vos enfants, rejoignez-nous en combattant ce que nous devons combattre. C'est un combat juste, c'est le bon combat, c'est la bonne cause. Et si l'ingénierie climatique qui fait dérailler les systèmes de survie de la Terre n'est pas immédiatement révélée et arrêtée, tous les autres défis de la race humaine deviendraient discutables, car la Terre ne supportera plus la vie. Nous sommes dans un territoire complètement inexploré. La totalité de l'architecture de vie est systématiquement contaminée et décimée par l'ingénierie climatique en cours. Et ajouté à toutes les autres formes d'activité humaine ou anthropique qui déjà causent des ravages dans celle-ci, le génie climatique, mathématiquement et statistiquement parlant, est la menace la plus grande et la plus immédiate à laquelle nous sommes collectivement confrontés, à l'exception d'un cataclysme nucléaire. Cela ressemble à de la pure science-fiction, mais il y a un mouvement clandestin croissant de personnes qui croient que nos dures sécheresses font partie d'une conspiration du gouvernement. Ici, des idées farfelues comme la guerre de la météo et l'ingénierie climatique, en d'autres termes, le contrôle du climat, sont acceptées comme des faits de base. La géo-ingénierie est la plus grande attaque contre l'environnement jamais lancée par l'humanité. Sans aucun doute. Dan Wigington, chercheur leader de Geoengineering Watch, tire la sonnette d'alarme. L'ingénierie climatique serait responsable de la sécheresse la plus sévère de l'histoire de la Californie. Dan est habitué aux sceptiques. Il en a été un lui-même. Les paroles ne valent rien pour ceux qui n'ont pas enquêté. Je ne voulais pas y croire moi-même. Dan a une formation dans le domaine de l'énergie solaire, mais il a commencé à enquêter par lui-même il y a une dizaine d'années, après avoir suspecté que quelque chose empêchait partiellement l'énergie solaire d'atteindre sa maison. J'ai grandi dans le sud de la Californie, étouffant dans un nuage de pollution. Aucun des adultes autour de moi ne semblait s'inquiéter de ces conditions, mais pour moi, la vie dans ce nuage toxique était intolérable. J'ai toujours pleinement reconnu les immenses dégâts infligés à la planète par d'innombrables formes d'activité humaine. J'ai fait des conférences sur le réchauffement climatique anthropique. Je rêvais d'air pur et de ciel bleu. Je rêvais de vivre dans une nature vierge, hors réseau électrique. Je rêvais de planter des arbres et de les voir pousser et prospérer. Je rêvais de coexister avec les habitants sauvages de la forêt. J'ai finalement trouvé le cadre serein que je convoitais depuis si longtemps. Une montagne boisée isolée dans le nord de la Californie. Mais le rêve s'est vite transformé en cauchemar. Quand j'ai commencé à perdre des quantités significatives d'énergie solaire dans ma maison isolée hors réseau, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. On nous dit officiellement que les traînées qu'un avion émet dans notre environnement, qui s'étendent et couvrent parfois tout l'horizon, ne sont que de la condensation. Mais le récit des traînées de condensation est peut-être le plus grand mensonge jamais perpétré sur les populations du monde entier. Il n'est pas possible que la condensation bloque parfois 60, 70 ou même 80% de ma captation d'énergie solaire. J'ai commencé à faire des recherches sur la géo-ingénierie, c'est-à-dire sur le génie climatique, sur des programmes dont les gouvernements du monde entier et les communautés scientifiques du climat nous ont dit qu'ils n'étaient que des propositions. Et pourtant, ils étaient là, dans le ciel, au-dessus de moi. Même aujourd'hui, la communauté scientifique du climat nous dit faussement que nous avons une dernière carte à jouer pour essayer d'éviter l'effondrement total du climat, un effondrement total du système terrestre, mais c'est en fait un mensonge. Les brevets de modification du climat de l'ingénierie climatique remontent à plus de 100 ans, mais toutes les données disponibles indiquent que les programmes ont été déployés à grande échelle immédiatement après la Seconde Guerre mondiale et déployés sur les régions polaires dans le but d'augmenter la taille de la banquise et donc de réguler la température terrestre. Cela pose les bases du développement d'un satellite météorologique qui permettra à l'homme de déterminer les couches nuageuses terrestres et, en fin de compte, de contrôler la météo. Celui qui contrôlera la météo contrôlera le monde.
De nombreux documents gouvernementaux publiés sur le site internet geoengineeringwatch.org, dont certains font plus de 800 pages, prouvent que les gouvernements mondiaux et même que les gouvernements que le public perçoit comme des adversaires sont en fait de connivence et coopèrent sur la question de l'ingénierie climatique en raison des ramifications transfrontalières. Vous ne pouvez pas faire de l'ingénierie climatique au-dessus de votre propre pays sans affecter la Terre entière. Et ils travaillent tous ensemble sur ces questions et d'autres gouvernements autour de la Terre sont soit activement, soit passivement coopératifs. Le gouvernement expérimente-t-il avec notre météo? Les gens disent que le gouvernement est en action dans des avions en train de pulvériser toutes sortes d'agents chimiques pour changer ou manipuler le temps. C'est ce qu'on appelle la géoingénierie, combattre le réchauffement climatique en mettant une poussière chimique dans l'atmosphère et en réfléchissant les radiations nocives dans l'espace. Vous pouvez utiliser de l'oxyde de barium, par exemple, qui produit de gros nuages duveteux. Vous pouvez utiliser de minuscules morceaux d'aluminium qui sont inoffensifs pour l'environnement et qui gèrent essentiellement le climat. Et il y a 172 projets de loi devant le Sénat américain actuellement demandant plus de programmes de modification du climat. Une loi sur la modification du climat demandant des recherches pour tenter de changer ou de contrôler par des méthodes artificielles le développement naturel de nuages atmosphériques. Mon opinion personnelle est que nous devons garder la géoingénierie sur la table et l'examiner soigneusement de très près, car nous pourrions être assez désespérés pour vouloir l'utiliser. Il y a une ligne de recherche sur ce qu'on appelle la géoingénierie, qui sont des techniques variées pour retarder le réchauffement de la planète afin de nous faire gagner 20 ou 30 ans pour pouvoir se ressaisir. L'objectif déclaré de certains des ingénieurs climatiques les plus reconnus, comme le Dr David Keyes ou le Dr Ken Caldeira, est de mettre 10 à 20 millions de tonnes de nanoparticules dans le ciel mondial chaque année, ce qui représente une quantité inconcevable de matériaux. Et cette matière vient s'ajouter à la pollution industrielle. Il s'agit de la façon dont nous concevons l'environnement terrestre. Il s'agit d'un fait, un fait inconfortable, mais c'est un fait, que nous avons les moyens techniques de réaliser. Ils agissent tous rapidement, ils sont bon marché et ils sont fondamentalement imparfaits. Le problème est comment contrôler une chose avec laquelle un pays individuel peut avoir un effet de levier énorme sur le climat de la Terre entière, et où il y a des gagnants et des perdants d'une manière qui pourrait être imprévisible. Je ne veux pas vous effrayer, mais je pense que vous pouvez imaginer des scénarios qui mènent à la guerre. Un autre exemple est l'éventail de technologies auxquelles on fait souvent référence comme étant de la géoingénierie, qui pourrait potentiellement aider à inverser les effets du réchauffement climatique. Une technologie qui a retenu mon attention est l'injection d'aérosols stratosphériques. Il y a plein de manières de le réaliser, mais l'idée standard a toujours été de pulvériser de l'acide sulfurique dans la stratosphère, 20 km au-dessus de nos têtes, et de l'utiliser pour arrêter le réchauffement de la Terre. L'exemple que beaucoup citent est celui du volcan du mont Pinatubo, qui a explosé et dont toutes les cendres se sont répandues dans l'air et ont eu un effet refroidissant sur la Terre. Et donc les gens ont proposé depuis le milieu des années 60 que l'on puisse ajouter artificiellement de la poussière dans la stratosphère et ainsi refroidir la Terre. Non pas que ce soit une bonne solution pour le réchauffement climatique, car ça ne le serait pas, mais cela montre la direction que nous prenons en développant des pouvoirs pour manipuler la Terre avec une facilité incomparable. L'atmosphère moins chargée en soufre masque une partie du réchauffement climatique dû au CO2. Vous parlez de l'obscurcissement global? Oui. Leur idée de base est de reproduire ce que font les grands volcans, qui mettent de la matière dans la stratosphère pour refléter la lumière du soleil. Le problème est le suivant, si vous ajoutez du CO2 dans la stratosphère, le CO2 ne se condense pas. On peut mettre de l'aluminium. L'aluminium a une réfraction très élevée, c'est minuscule, ça ne coagule pas, et vous pouvez faire en sorte que vos particules aient des propriétés particulières. Vous pouvez les faire passer au-dessus de la stratosphère, vous pouvez concentrer les particules près des pôles. Les coûts sont si bas que les plus riches pourraient peut-être s'offrir une aire glaciaire. C'est extraordinairement bon marché. Je savais que c'était bon marché quand j'ai découvert qu'ils négociaient en tonnes. C'est aussi vrai que les particules engrossissantes tombent beaucoup plus vite. On a pris du recul en quelque sorte en se demandant comment produire des particules dans la stratosphère, c'est vraiment de l'ingénierie. Et si c'était des aérosols, et ils y seraient probablement déposés par des avions, en commençant par une flotte de 2 ou 3 avions de type business jet modifiés. L'idée de base est que si vous laissez échapper un panache sur un avion en changeant quelques petits détails, vous pouvez obtenir des particules de taille beaucoup plus petite en pratiquant ce genre d'épandage. Il y a donc toutes sortes d'effets secondaires que j'aborderai dans une seconde, mais si vous mettez de l'acide sulfurique dans la stratosphère, par exemple, vous pouvez appauvrir l'ozone stratosphérique. Une taille plus petite signifie plus de surface, mais plus de surface signifie moins d'ozone. Ah, est-ce que ce truc dans la stratosphère va tuer des gens qui vont être sacrifiés? Bien, c'est une préoccupation évidente. Si ça tue 1 million de personnes et qu'on augmente d'1%, nous tuons juste 10 000 personnes de plus. Vous êtes bon en maths, ok. Mais
Bon, tuer des gens n'est pas l'objectif ici. Donc si j'ai pris la décision, et c'était une décision collective, de mettre en place un programme d'ingénierie climatique et que vous disiez que le type de programme dont je pense qu'il a le plus de sens est celui d'1 million de tonnes par an, mais disons que vous pourriez finir par tuer plusieurs dizaines de milliers de personnes par an comme résultat direct de ces décisions. Donc la seule chose que nous pouvons faire pour refroidir la Terre, ou pour que la société puisse faire en sorte de refroidir la Terre, est de déployer ce genre de technologie. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment un risque moral, c'est plutôt du parasitisme pour nos petits-enfants. Et cela signifie qu'il y aura des gagnants et des perdants, tout comme il y a des gagnants et des perdants pour le CO2. Mais ce sont des gagnants et des perdants différents, ce qui rend le problème encore plus difficile à résoudre. Vous avez introduit une autre dimension de complexité dans la gestion du problème climatique de la Terre. Ce que nous observons financièrement, c'est qu'une grande partie de la politique publique est basée sur la théorie du changement climatique. Et pourtant, dans cette discussion, nous ne parlons jamais de ce que sont toutes ces pulvérisations et comment cela se passe-t-il. L'ingénierie de la météo vous donne la capacité de surmonter ou d'empêcher les sécheresses. Elle vous donne aussi la capacité de les infliger si vous n'êtes pas d'accord avec le plan. Et le génie d'infliger une sécheresse est qu'il n'y a pas de soutien populaire contre vous. Donc, ce genre de guerre invisible, si elle peut être menée, est très efficace, il me semble, à la fois positive et négative. Imaginez que vous puissiez prédire la météo sur de longues périodes de temps, combien d'argent vous pouvez gagner, et vous savez que vous pouvez le négocier. Comment gérer l'argent dans ce monde? Beaucoup de gens m'envoient des messages confus et déconcertés quant à savoir comment est-il possible que de tels programmes colossaux puissent se produire dans le ciel au-dessus de nos têtes, des programmes d'ingénierie climatique et de gestion des radiations solaires, qui sont littéralement en train de décimer la vie sur Terre. Et ces programmes ne sont reconnus par aucune source officielle, ni même par la communauté scientifique du climat, qui a en effet trahi la race humaine et l'ensemble de l'architecture de vie par leur déni de l'ingénierie climatique en cours dans nos cieux. Et les personnes qui m'envoient des messages sont perplexes quant à la façon dont de telles atrocités peuvent être en cours depuis tant de décennies, et de voir que le déni officiel perdure, et que nous avons des populations qui sont bien trop disposées à accepter ce déni. J'ai commencé à tester certains des éléments primaires nommés dans les brevets d'ingénierie climatique et la gestion des radiations solaires, en commençant par l'aluminium, le barium et le strontium. Mon test est revenu du laboratoire certifié par l'État, et à mon grand désarroi, ces éléments étaient en effet présents en quantité significative, et les tests suivants ont montré des quantités de plus en plus élevées, qui ont continué à augmenter jusqu'à ce qu'un test soit aussi élevé que 3450 ppb d'aluminium, ce qui veut dire des pluies hautement toxiques. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même parce que je ne peux pas détourner le regard, c'est complètement intolérable pour moi de vivre sous des cieux toxiques. Et qu'en est-il des arbres? Qu'en est-il des chauves-souris, des ours, des oiseaux, des abeilles? Ils n'ont pas de voix sauf la nôtre. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de mettre ce problème sous la lumière. Au début, peu écoutaient, peu s'intéressaient aux données, mais au fur et à mesure que le temps passait, de plus en plus de personnes se réveillaient en cours de route et réalisaient l'importance d'essayer de jouer à Dieu avec la météo, avec l'ingénierie des systèmes de vie terrestre. D'autres personnes de différents horizons ont rejoint l'effort pour essayer de sonner l'alarme. Je vais vous dire que nous sommes en très grand danger à cause de la pollution qui nous tombe dessus. Et nous avons été détournés du droit chemin par le complexe militaro-industriel. Et ce sont les responsables des programmes de création de nuages et de manipulation du temps. J'ai sacrifié 4 ans de ma vie à défendre le peuple de mon pays, juste pour rentrer à la maison et découvrir qu'il y a de plus grandes menaces ici, au niveau national. Il se passe quelque chose, je ne sais pas qui c'est et pourquoi ils le font. Tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Maintenant, la teneur en aluminium de la pluie devrait être nulle. Et il y a beaucoup d'arguments pour dire que l'aluminium est très commun, mais l'aluminium n'est commun que sous une forme liée. Il n'est pas commun sous une forme libre, et nous trouvons des taux élevés d'aluminium libre. Parce que vous pouvez répandre tellement de petites particules dans l'environnement, cela augmente considérablement la surface couverte dans cet environnement. Parce qu'il y en a tellement que lorsque vous regardez le soleil et que vous voyez une brume blanche, eh bien, c'est de l'aluminium flottant dans l'air en ce moment même, et ça vient des avions. Gestion du rayonnement solaire, GRS, pour bloquer le soleil. C'est le but déclaré. Les conséquences ne semblent pas être prises en compte dans ces programmes, mais c'est l'objectif déclaré de presque tous les documents des Nations Unies et de la gouvernance mondiale concernant ceci. Et au cours des 5 dernières années, j'ai vu le nombre de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson et d'autres maladies neurodégénératives
augmenté énormément, presque quadruplé. Le Code des États-Unis dit que vous ne pouvez pas expérimenter sur le public américain et si vous le faites, vous devez le signaler au Congrès dans les 30 jours. Où est la preuve que cela a été fait? C'est aussi pour que les médias commencent à en parler. Donc, pour chacun d'entre nous, il y a des conséquences dont nous ne sommes peut-être pas conscients et il est important pour nous tous de nous unir et de mettre un terme à ces programmes et de tenir des discussions publiques sur ceci autant que possible. Et je veux que vous sachiez tous qu'il est important que nous réalisions que ce n'est pas normal et naturel, que ce sont des programmes expérimentaux qui sont menés en ce moment et nous devons tous nous lever et dire non. Cet avion citerne peut être utilisé pour disséminer tous les types d'agents. L'épandage des cultures depuis un avion en utilisant l'aéro X-2A s'est avéré très efficace dans les essais sur le terrain. Pour les avions plus grands, l'armée de l'air a perfectionné l'équipement de pulvérisation. Ce B-17 possède plusieurs bus de pulvérisation et transporte le réservoir dans la soute à bombe. Je suis Charles Jones, général de brigade de l'armée de l'air américaine à la retraite. Des années 1953 à 1962, j'étais stationné en Allemagne. Puis nous avons déménagé en Angleterre en 1959, alors que j'étais affecté au 42e escadron de reconnaissance tactique avec double mission de contre-mesures électroniques et de reconnaissance météorologique. Nous avions également la responsabilité de signaler les traînées de condensation des moteurs à réaction dans toute notre zone de responsabilité, en Europe, en Afrique du Nord, en Méditerranée et dans l'Atlantique oriental. Nous étions responsables du repérage des altitudes exactes de toutes les traînées de condensation des moteurs à réaction observées dans la zone de responsabilité de vol, à la fois dans les aéronefs CEM et météorologiques. Nous sommes devenus des experts en matière de contrails d'avions à réaction et toutes leurs caractéristiques, très différentes des traînées blanches d'avions qui consistent en une souche scientifiquement vérifiable de particules d'aluminium et d'autres métaux toxiques, de métaux lourds, polymères et autres composants chimiques. Ce sont ces longues traînées blanches de pulvérisation qui s'attardent et s'étendent lentement en ce qui ressemble à un voile laiteux qui finit par recouvrir des zones entières d'une couverture nuageuse très légère. Nous n'arriverons jamais à comprendre le changement climatique tant que tout n'aura pas été mis sur la table concernant la géo-ingénierie et les désastres qu'elle peut provoquer et qu'elle provoque. Je m'appelle Richard Rawling. J'ai fait une carrière de 34 ans dans l'armée de l'air des États-Unis. J'ai pu atteindre le rang de major général. J'étais dans le domaine de l'acquisition et je développais de nouveaux systèmes d'armes et j'ai dirigé un important programme top secret pendant 3 ans. Pendant les 10 années où j'ai travaillé chez Raytheon, l'exposition aux différents programmes était limitée à ce sur quoi ils voulaient que vous travailliez. Donc même si j'avais toujours l'autorisation top secret pour certains programmes auxquels j'ai été exposé, celui-ci n'était pas l'un d'entre eux, qui était compartimenté comme il se doit. Et à moins d'avoir un impact direct ou que vous soyez personnellement impliqué, vous n'obtenez pas cette autorisation particulière. Cela remonte aux environs d'octobre 2017. Je réside près d'une base de l'armée de l'air ici à Tucson, en Arizona, la base aérienne de Davis-Monthan, principalement des sorties d'avions effectuant leur formation de vol, etc. J'ai vécu autour de l'armée de l'air toute ma vie, mon père étant même un pilote. Il est devenu évident pour moi que les traînées de condensation qui sortaient de certains avions dans la région n'avaient pas un aspect normal. Elles avaient une texture différente. Elles se répandaient différemment. Et c'est pourquoi j'ai commencé à parler à quelques ex-pilotes qui font partie de l'organisation, leur demandant d'y jeter un œil. Ma femme est pilote de l'air. Je l'ai fait sortir de la maison. Nous avons regardé les traînées de condensation et c'était évident qu'elles n'étaient pas normales. Donc, en conséquence, on a commencé à faire des recherches. On l'appelait l'éléphant dans le ciel. Je veux dire que tout le monde sur la Terre lève les yeux et voit ce genre de pulvérisation en cours. Je me suis impliqué dans l'analyse de la modification du climat
en raison de mon expérience en tant qu'observateur météo dans l'armée de l'air américaine. Et alors que je regardais les nuages de jets dans le ciel, j'ai réalisé que ce n'est certainement pas normal. Et donc j'ai observé ces nuages anormaux depuis longtemps.